Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Guillaume de Healthy Cook Life qui vous dévoilera ses astuces pour booster votre productivité et améliorer votre workflow, c'est-à-dire votre flux, votre organisation de travail. Dans le monde actuel où tout va très vite, le temps, c'est de l'argent et chaque minute économisée est précieuse. Celle-ci vous permettra d'avoir plus de temps pour vous, de booster votre créativité ou encore de recruter de nouveaux prospects. Alors, sans plus attendre, laissons place à l'épisode. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Guillaume, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus particulièrement d'organisation. Alors, tout d'abord, je te laisserai te présenter brièvement à nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît. Déjà, bonjour Kim, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Je m'appelle Guillaume, j'ai 28 ans, j'habite la belle ville de Genève, comme toi, Qu'on adore. qu'on adore. Je suis créateur de contenu culinaire depuis 2017 et photographe et styliste culinaire depuis 2 ans. Donc, j'ai créé mon studio photo qui s'appelle Studio Caramel, qui est un studio de photographie et de stylisme culinaire que j'ai créé en septembre 2020, l'année dernière. Voilà un petit peu. C'est toujours un Génial, petit peu merci. délicat de se présenter en quelques phrases, mais j'espère que ça Tu fera l'affaire. l'as, tu l'as très bien fait, c'était très synthétique, très clair. Et du coup, sachant qu'on est là pour parler de photo culinaire, je voulais savoir si tu pouvais nous dire comment tu as amené, comment tu es arrivé à la photo culinaire, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin. Oui, alors tu veux la version courte ou la version un peu plus longue? Écoute, tu peux nous faire la version moyenne Un mix des deux. Ok, donc du avec des coup, petits détails quand même, parce qu'on aime bien les ouais, détails. Ouais, ouais, merci. alors du coup, je suis pas photographe de formation. À la base, je suis cuisinier pâtissier de formation. Donc j'ai fait des études en cuisine, un BEP d'hôtellerie-restauration et puis un bac professionnel en art culinaire. J'ai ensuite travaillé un peu plus de 10 ans dans l'univers de l'hôtellerie-restauration donc j'ai créé mon compte, mon blog en 2017, comme je te disais, pour partager mes recettes. C'est un petit peu comme ça que j'en suis venu à la photographie culinaire, en voulant améliorer mes photographies, parce que en créant mon blog, je me suis vite rendu compte que pour attirer le public et en tout cas donner envie aux gens de réaliser les recettes, il fallait forcément que ça passe par le visuel, donc faire des photos qui donnent envie, tu vois, vraiment retranscrire la gourmandise d'une recette à l'image. Même si on fait la meilleure recette du monde, si la photographie ne donne pas envie, n'est pas aussi gourmande que le plat en soi, ben on va pas réussir forcément à convaincre le public. Donc j'ai rapidement compris ça donc je me suis intéressé de plus en plus à comment faire de jolies photographies. Donc si tu veux un petit peu plus de détails, en fait, c'est un soir dans mon petit appartement à l'époque, j'habitais quartier des Paquis. En scrollant un petit peu sur Google et en recherchant des tips sur comment améliorer ses photographies culinaires, je suis tombé sur un article d'une styliste culinaire. Donc, je me souviens plus le nom de la personne malheureusement, mais en tout cas, elle détaillait un petit peu toute la fiche, tous les détails de son métier de styliste culinaire. En lisant tout ce qu'elle faisait, tu vois, la création, le processus de création, vraiment mettre en valeur un plat, etc. Je me suis dit, j'ai eu un coup de foudre en fait, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Pour en revenir un petit peu avant ma reconversion, j'ai toujours eu un dilemme à l'intérieur de moi dans le sens où je suis passionné de cuisine et de pâtisserie depuis très longtemps.
mais je me sentais pas forcément à l'aise dans l'univers de la restauration. Et pour moi, à l'époque, être cuisinier, c'était le seul moyen d'exercer la cuisine. Et donc, du coup, quand j'ai découvert le stylisme culinaire, j'ai découvert un autre horizon et j'ai découvert une autre façon d'exercer la cuisine. Et je me suis dit, c'est de cette façon-là que je veux exercer la cuisine, en étant styliste culinaire et forcément après, du coup, photographe culinaire. Mais vraiment, moi, ma grande passion, enfin, ma nouvelle grande passion, c'est vraiment le stylisme. Tu vois, la photographie va venir plutôt à servir à mettre en lumière ce que je vais préparer et tout le décor que je vais préparer autour d'une recette. Donc voilà un petit peu comment j'en suis venu à la photographie et au stylisme culinaire. Génial, merci, c'est super intéressant. Donc, ce qui te plaît davantage comparé à ton ancienne profession vraiment de chef cuisinier, c'est vraiment la phase du stylisme, de pouvoir sublimer un plat et aller jusqu'au bout du processus, c'est ça? Exactement, oui, c'est vraiment tout le processus créatif en fait, si tu veux, euh, en tant que chef cuisinier ou chef de partie dans un restaurant, enfin en tout cas quand tu travailles dans le milieu de l'hôtellerie-restauration, tu n'as pas forcément toutes les clés pour exprimer ta créativité. C'est souvent tes supérieurs qui vont créer toutes les recettes, toute la partie visuelle, les dressages, etc. Et vraiment dans le stylisme, tu peux vraiment créer de A à Z tout un visuel, tout un univers, toute une histoire. Donc c'est vraiment ouais, ce qui me plaît, la partie vraiment créative. Et du coup, j'en profite pour te poser une question liée à ce sujet. Comment tu fais pour créer une recette? Enfin, quel est ton processus créatif? Alors ça dépend, j'ai pas vraiment un seul processus établi, je dirais que j'en ai plutôt plusieurs. Je peux partir à partir d'un ingrédient, je peux partir à partir d'une histoire, par exemple une recette qui va me rappeler mon enfance, ou une recette qui va me rappeler un voyage. J'ai beaucoup voyagé en Asie, en Amérique latine ou dans les Antilles. Je vais avoir un souvenir et je vais créer une recette à partir d'un souvenir, ou alors, comme tu disais, d'un ingrédient, développer des associations de saveurs qui fonctionnent à partir d'un ingrédient, tu vois. Ça peut être plusieurs choses. Et est-ce que ça se met automatiquement en place dans ta tête? Ou est-ce que tu regardes des magazines, tu t'inspires? Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Oui, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Bah, déjà, ma plus grosse source d'inspiration, c'est mon expérience en tant que cuisinier. C'est vraiment là que je puise la plupart de mes inspirations. Ensuite, je suis un grand collectionneur de magazines de cuisine. J'en ai un petit peu partout chez moi. J'adore les livres de cuisine. Donc voilà, forcément, puis pour créer une recette, ça peut être très instinctif. Je peux me dire, partir de pas grand-chose et tout s'embrique dans ma tête. Ou alors, il m'arrive de faire des recherches. Voilà, qu'est-ce qui correspond le mieux? Qu'est-ce qui va le mieux s'accommoder avec tel ou tel ingrédient, ou alors tu vois des recettes un petit peu plus exotiques, je vais rechercher voilà des produits que je connais pas forcément ou des techniques culinaires que je ne connais pas forcément non plus, et à partir de tout ça créer vraiment une recette finale avec tous ces éléments-là. Génial, merci. Donc c'est un mélange, ça dépend un peu des situations. Soit c'est spontané, soit tu t'inspires quand même pour renforcer un petit peu l'idée que tu as en tête. Génial. Non, Exactement. mais c'est vrai que forcément, je pense que ton expérience de chef cuisinier doit t'aider énormément parce que aussi d'un point de vue technique, je trouve que, enfin voilà, ça se voit vraiment que tu as une technique magnifique, tes réalisations sont parfaites, ouais, avec plaisir, au millimètre et tout. Franchement, c'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial parce que du coup, forcément, ça t'aide aussi à faire un bon stylisme parce que vu que ton produit de base est super beau, Tout tu à fait. dois, voilà. Pardon, Tout à vas-y. fait. Et puis, enfin, pour moi, la cuisine est quand même assez proche du stylisme dans le sens où, quand on dresse une assiette, le premier élément, ça va être la vue. Exactement comme une photo, tu vois, il va falloir donner envie à la vue de l'assiette. Donc, il va falloir que le dressage soit harmonieux, joli. Et puis, les techniques de composition du dressage d'une assiette sont à peu près les mêmes que les techniques de composition d'une photo, dans le sens où on va utiliser aussi les couleurs, les textures, euh, la disposition des éléments, par exemple, la règle des impairs. On sait que l'œil est attiré par tout ce qui est impair. Donc, dans le dressage d'une assiette, on va utiliser plutôt 3 éléments ou 6 éléments, enfin, ou 5 éléments, pardon. C'est exactement à peu près le même processus que la création d'une image. Donc, pour moi, la préparation culinaire, enfin, en tout cas, la cuisine est assez proche du stylisme culinaire. Et puis justement, est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour les personnes qui nous écoutent pour améliorer aussi bien leur dressage d'assiette que leur stylisme culinaire? Enfin,
Moi, je dis souvent qu'une bonne photo ou un bon plat, c'est la multiplication de plusieurs petits détails. Il faut vraiment être attentif aux détails. Enfin, en tout cas, moi, je le suis, que ce soit, tu vois, dans la création d'une photo ou alors dans la création d'un dressage. Vraiment, aller apporter des petits détails à droite, à gauche, des petites feuilles de verdure, des couleurs, réfléchir aux couleurs en amont, réfléchir aux formes que l'on va utiliser aussi et aux textures. Pas se concentrer sur un seul élément, par exemple les couleurs, aller un petit peu plus loin, tu vois, réfléchir aux couleurs, mais aussi aux textures, mais aussi aux formes. Et c'est vraiment tout ça qui va créer un ensemble harmonieux. Que ce soit pour une photo ou pour une assiette. En photographie culinaire, on peut très bien faire un zoom sur une assiette et là, on va vraiment s'attarder sur les petits détails de l'assiette ou alors si on a une vue un petit peu plus globale, s'attarder plutôt sur la disposition générale de la photographie. Génial, merci. Non, c'est très clair et c'est super inspirant. J'aime bien la manière dont tu expliques ça. Et justement, ça tombe bien parce que je voulais faire aussi un petit point plus organisationnel parce que j'ai vu que tu es quelqu'un de super organisé et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer comment tu organises tes shootings, c'est-à-dire en amont, le jour J, après le shooting. Comment tu procèdes? Alors ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup l'organisation. Enfin, en tout cas, je suis très organisé. C'est vrai que je pense que ça me vient de la cuisine également. C'est un métier où il faut être très rigoureux et organisé. Et donc du coup, pour les shootings, je prépare déjà bien mes rendez-vous clients. Euh, il faut savoir bien cerner la demande client. Quand un client me contacte, je lui pose pas mal de questions pour cerner ses attentes. Ce que je préfère, c'est organiser un rendez-vous téléphonique parce que je trouve que ça permet de créer déjà un lien un petit peu plus personnalisé, tu vois, et de comprendre mieux le client parce que parfois les clients arrivent avec une demande, mais ils ne savent pas forcément vraiment quel type de photo ils veulent ou enfin voilà, il y a des clients qui sont pas forcément très experts dans ce milieu-là et qui ont besoin aussi de conseils. Donc vraiment bien préparer la, la, la demande client en amont. Ensuite, pour préparer mes shootings, moi je réalise toutes mes préparations culinaires la veille. Donc par exemple, si je prépare un gâteau, ben, je vais préparer le gâteau la veille et puis je vais finir le décor, tu vois, le lendemain, enfin le jour J Le du shooting. montage, ouais, le dressage. Voilà, exactement. Pareil pour une salade, je vais effectuer toutes mes découpes la veille, les placer dans des petites boîtes au frais, et puis le jour J, dresser mon assiette, qui est le moins de préparation culinaire à faire le jour J. Et vraiment, le jour du shooting, me concentrer uniquement sur la disposition et le stylisme. Ce que je fais, c'est que je crée aussi des mood boards, toujours pour mes clients, déjà pour leur faire valider mes intentions de stylisme, leur faire valider l'idée dans la direction dans laquelle je veux aller. Il m'arrive aussi de faire valider mon stylisme. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup d'éléments de stylisme et donc du Impressionnant, coup, j'adore. Je suis trop fan. faire valider mon stylisme, ça me permet qu'il n'y ait pas de faute de goût, mais d'éléments qui plairaient pas à mon client sur la photo finale, tu vois. Parce que, comme je te disais, parfois les clients n'ont pas vraiment conscience qu'ils voudraient pas utiliser telle ou telle couleur dans leur photo. Et en leur montrant ce que tu veux utiliser, ils vont dire, bah, plutôt, oui, ça j'aime bien, ou alors ça, ce que tu peux éviter. Donc, ça évite déjà tout quiproquo ensuite. Et, donc, le jour J, bah, je passe au shooting. Donc là, je compose ma photo. Pour mes clients, je fais valider mes photos en direct. Donc je leur envoie via WhatsApp généralement ou par mail. Ça leur permet de me faire un retour en direct, de changer des éléments s'il y a des éléments à changer. Et puis ensuite, voilà, une fois que c'est validé, c'est OK. Je retouche les photos, enfin je les édite, je les retouche si besoin et je les envoie au client. Donc forcément, j'imagine que ton client doit être réactif durant la phase de validation par WhatsApp. Exactement. Ce Forcément. que je fais, c'est que je book un créneau horaire. Souvent, je bloque 1 heure et demie pour une mise en scène. C'est assez large, mais au moins ça permet, voilà, s'il y a plusieurs retours au client, c'est déjà arrivé que finalement la mise en scène ne plaît pas et qu'on doit tout recommencer en 1 h 30. Je pense que c'est faisable. Enfin, en tout cas, de mon côté, tu vois, c'est faisable. Donc voilà, ça évite ensuite tout quiproquo, d'envoyer les photos et qu'on te dise finalement non, j'aime pas ça. Je préfère bloquer un créneau, que le client se rende disponible et qu'il soit en effet réactif via WhatsApp. En plus, c'est assez rapide. Donc voilà. Génial. Et tu parlais aussi des mood boards, du coup, pour faire valider tes intentions de création à ton client. Donc, concrètement, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu photographies déjà tous les éléments de stylisme que tu veux utiliser
Et tu ajoutes également d'autres photos un peu plus d'inspiration que tu prends sur Pinterest, par exemple, ou d'autres plateformes? Ou est-ce que tu utilises uniquement tes photos à toi pour la partie inspiration? Alors, pour la création de mood board, j'ai déjà des tableaux d'inspiration sur Pinterest et directement sur mon ordinateur. J'enregistre un petit peu toutes les photos que je vois au quotidien qui me plaisent et je les trie ensuite dans des dossiers. Par exemple, un dossier café, un dossier gâteau, un dossier pancakes. Et quand je réalise mes mood boards pour les clients, je vais simplement piocher dans ces dossiers un petit peu les inspirations de photos que j'ai envie de proposer aux clients. Donc, il y a des photos d'inspiration qui ne sont pas de moi. C'est vraiment pour donner une atmosphère et une direction dans laquelle je souhaite aller. Et en effet, ensuite, pour faire valider le stylisme, là, c'est moi qui prends les photos de mon stylisme. Donc, c'est des photos pas très qualitatives. C'est vraiment pour montrer quel stylisme je veux utiliser. Donc, le but, c'est ne pas que la photo soit super jolie. Mais voilà, j'intègre ça. Une partie d'inspiration qui va montrer plutôt l'ambiance générale pour le client et ensuite des photos vraiment concrètes que moi j'ai prises avec mon stylisme pour faire valider les éléments que je vais utiliser. Après, c'est jamais, c'est assez ouvert. Il y a des fois, je me rends compte que ce que j'avais prévu en stylisme ne fonctionne pas forcément, donc je l'enlève et puis je rajoute d'autres choses et il n'y a pas forcément de souci. Le but, c'est pas non plus de se bloquer, tu vois, sur telle ou telle fourchette, par exemple, ou tel tissu. Si on voit que ça fonctionne pas, enfin moi, j'hésite pas à changer quand même. Mais au moins, le client sait déjà dans quelle direction je vais partir en termes de couleurs, etc. et d'ambiance générale. Génial. Oui, oui, je pense que c'est mieux pour éviter toute mauvaise surprise à la fin ou comme tu dis durant le shooting photo, c'est vrai que c'est la phase de validation, mais c'est pas là que le client doit te dire ah non non mais ça va pas du tout cette assiette et je voulais pas ci, je voulais pas ça. Et du coup pour faire le mood board, tu fais une petite présentation sur PowerPoint ou sur ce genre de Oui, support. j'utilise Canva parce que c'est très facile d'utilisation. Je suis pas un expert sur tout ce qui est graphisme, etc. Donc Canva, c'est le très bon compromis pour moi. J'ai créé des templates où j'ai juste à glisser les photos, changer le nom du client, etc. La mise en forme est la même. Au moins, on reconnaît bien mon identité visuelle, etc. Et puis, c'est assez rapide. J'adore. C'est vrai que Canva, j'adore aussi. Je trouve que ça aide, enfin, c'est génial. Donc, pour les Ouais. personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas, donc Canva, c'est une application qui vous propose déjà des modèles préfaits dans énormément de domaines différents. Et justement, bah, vous pouvez créer vos offres de cuisine, enfin, vous pouvez créer des offres, des factures, des covers de podcasts, enfin bref, une multitude de supports et ça peut vraiment vous aider à gagner énormément de temps. Exactement, oui. Et sachant qu'il y a aussi une version gratuite. Donc, vous avez soit la version gratuite, soit la version pro dans laquelle vous avez accès à plus d'images gratuitement. Voilà. Sachant que la version pro n'est pas très chère, donc Oui, 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 je sais plus, je crois que c'est 12 francs par mois ou quelque chose. oui, quelque chose comme ça, Je oui. crois que voilà, ça reste vraiment accessible comparé, forcément comparé à des prestations de graphisme, même si bien sûr c'est Oui, pas du tout pareil d'un point de vue, oui. enfin vous n'avez pas quelque chose de personnalisé, mais pour commencer, ça peut vraiment être super. Enfin, moi aussi j'utilise cette plateforme. Et je voulais savoir aussi si tu pouvais nous expliquer un peu comment tu organises ta semaine, sachant que toi tu travailles aussi pour la pâtisserie, n'est-ce pas, à Genève, à Live, enfin, pour le restaurant vegan. Exactement, oui. Donc après, toutes les semaines ne sont pas pareilles, mais en ce moment, je travaille chez Live 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi. Un restaurant pour lequel je fais de la formation, je forme un nouveau pâtissier à la pâtisserie végétale et je fais de la production pâtisserie aussi. Donc ensuite, de mon côté, pour mon business, je consacre le début de la semaine, donc le lundi après-midi, soir et le mardi à toute la partie administrative, tout ce qui va être comptabilité, devis, facturation. C'est vraiment le mardi, le jour que je passe sur l'ordinateur. Si j'ai des mood boards à créer, je les crée le mardi. Voilà, j'ai réfléchi aussi à la production de contenu pour mes réseaux sociaux ou pour mon blog. Le mercredi matin, j'aime bien faire le marché. C'est aussi une grande source d'inspiration pour moi, voir les fruits, les légumes de saison, etc. Donc j'en profite pour faire mes courses. Et puis souvent le mercredi après-midi, c'est le jour où je book mes shootings. Mercredi, jeudi, je book mes shootings perso et mes shootings clients quand c'est possible. Et le vendredi, c'est un petit peu plus chill. J'aime bien consacrer le vendredi aux formations
que je suis actuellement, ou alors vraiment réfléchir sur l'avenir de mon business, la direction dans laquelle je veux aller, vraiment sortir un petit peu la tête justement du business et pour voilà réfléchir ce que je veux faire par la suite et me former. Ah, Et je ta travaille aussi, stratégie. ouais voilà. Donc, ça c'est plutôt le vendredi après-midi parce que le matin je suis chez Live et le samedi je travaille aussi assez souvent. J'aime beaucoup travailler le samedi mais plutôt pour faire des photos personnelles pour moi plus créatives parce que j'aime beaucoup. Je trouve que le week-end surtout le samedi, enfin l'ambiance est plus calme. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de demande et j'ai vraiment l'esprit tranquille pour laisser libre cours à l'imagination. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, quand on veut faire un shooting perso et qu'on entend son ordinateur qui bip ou ce genre de choses, on est un peu déconcentré. On se dit qu'on va quand même aller regarder éventuellement et tout si c'est une demande urgente. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc, en fait, tu travailles 6 jours sur 7, on peut dire. Enfin, environ. Enfin, on peut dire ça Oui, comme ça, mais bon, j'imagine que pour toi, c'est aussi une passion, la photo. oui, Donc, complètement. voilà. Donc, ça, ça passe quand même. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de ta relation client, notamment durant la phase de prise de contact et de validation des photos. Et puis, je voulais savoir, enfin, je voulais revenir un petit peu sur ce point et savoir si tu pouvais nous dire comment tu fais pour recruter des nouveaux clients. Est-ce que tu prospectes? Est-ce qu'ils viennent à toi automatiquement? Alors, j'ai la chance de ne pas beaucoup prospecter, voire quasiment pas en ce moment. C'est beaucoup les clients qui viennent à moi, donc soit principalement via Instagram, donc mon contact soit sur Instagram, soit par mail. Après, il m'est déjà arrivé de prospecter, d'envoyer des demandes quand vraiment j'ai des coups de cœur pour des marques. J'hésite pas à envoyer voilà un petit document où je présente mon travail, mes valeurs et puis ce que je pourrais apporter aux clients. Mais sinon, c'est vrai que ouais, c'est beaucoup les clients qui viennent à moi et ce qui me permet aussi de pouvoir choisir tel ou tel projet plutôt que d'autres. Donc, voilà, je suis assez chanceux là-dessus. Après, j'ai aussi créé mon site professionnel qui m'apporte aussi pas mal de visibilité et dernièrement pas mal de clients où voilà, j'expose vraiment les offres que je propose. Donc, tout est à disposition des clients et puis après, voilà, c'est eux qui font le choix de me contacter ou pas si mes valeurs correspondent aux leurs et si mon travail leur plaît ou non. Génial, bah merci. C'est vrai que je pense que c'est important de préciser ses valeurs. Comme tu disais, et ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour les personnes qui nous écoutent. À mon avis, ça fait la différence. Enfin, vraiment, Clairement, oui. au-delà du devis, que le client comprenne vraiment, bah voilà, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous anime. Ça permet de créer un lien supplémentaire, je trouve, et de faire la différence. Complètement, oui. En effet, c'est vraiment, comme tu dis, ça fait vraiment la différence. On peut avoir sur 10 photographes culinaires, les valeurs peuvent faire la différence sur l'un ou l'autre, tu vois, un prestataire ou l'autre. Moi, c'est d'ailleurs aussi comme ça que je sélectionne aussi les projets qui viennent à moi. Je ne regarde pas uniquement ce que la marque vend, tu vois, pour par exemple si deux marques de pâte à tartiner vont me contacter, je vais plutôt me diriger vers celle qui correspond le plus à mes valeurs, si elle est co-responsable, si elle met en avant voilà le savoir-faire local, etc. Génial. Bah, écoute, merci. Et puis, pour finir sur cette petite partie d'organisation, est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs et nos auditrices pour booster leur efficacité, pour être plus organisés? Je dirais qu'il faut essayer de penser à tout en amont du jour J. Donc, que ce soit par exemple pour un shooting, essayer de penser un petit peu à l'univers que l'on veut donner à sa photo, l'histoire que l'on veut raconter. Vraiment essayer d'anticiper un maximum et que ce soit pour la partie créative, donc avec la création d'un mood board. Si c'est pour soi, parce que moi, il m'arrive aussi de faire des mood boards pour mes clients, mais aussi pour moi. Si c'est pour soi, on n'a pas obligé que le mood board soit super bien mis en forme, hein. Ça peut être simplement un dossier avec des inspirations photos. Mhm. Et ensuite, pour tout ce qui va être préparation culinaire, ça c'est vraiment quelque chose que je conseille vivement de réaliser un maximum de préparation culinaire en amont du shooting. Ça va vraiment permettre de mettre son cerveau uniquement au service de la création du visuel et ne pas oublier voilà certains éléments. Moi, c'est une erreur que je faisais au début où je me disais en amont, oui, je vais faire ça, 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 et puis le jour du shooting, on est pris dans l'entrain de l'activité, puis on oublie
une fois qu'on regarde ces photos, on s'est dit mince, j'avais pensé à ça et je l'avais oublié. Alors que si on a déjà tout préparé en amont, toutes les découpes sont faites, etc., on a tout à disposition, on a moins de chances d'oublier. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai tout à disposition. Donc, je travaille dans une pièce où j'ai tout mon stylisme à côté, à portée de vue, et je mets tous mes ingrédients sur un plateau à côté de moi, et puis j'ai juste à disposer, voilà, mes éléments pour créer une photo ou une mise en scène. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment un bon conseil, comme tu disais, d'avoir une idée, un support, un mood board et d'être bien organisé parce que j'avais le même problème au début. J'avais plein d'idées et puis ensuite, en faisant le shooting, j'oubliais et puis après, au moment de ranger, c'est là que tu vois la planche à laquelle tu avais pensé et qui aurait été parfaite. Ouais, c'est exactement Et, ça. et là, du coup, c'est le moment où tu es un peu frustré. Donc, je pense que c'est vraiment un bon conseil de s'organiser au maximum pour ensuite laisser un peu plus libre cours à sa créativité. Et puis en ce moment, j'ai vu que tu travailles sur un projet de e-book et aussi sur un projet de livre de recettes pour la fin de l'année. Alors, est-ce que tu peux en partager un peu plus avec nous quant à ces deux projets? Oui, volontiers. Donc, en effet, je travaille sur ces deux projets-là. Donc, le premier, c'est un e-book de recettes pour l'été. Donc, 20 recettes de salade, plus des idées pour les agrémenter et des sauces vinaigrettes pour les pimper, qui devrait sortir bientôt, je pense début juillet, si j'arrive à m'activer un petit peu. Donc ça, c'est un petit moyen projet entre guillemets et donc le gros projet c'est vraiment mon livre de recettes sur lequel je travaille depuis le mois de janvier. Donc ceux qui me suivent sur Instagram connaissent un petit peu les mésaventures que j'ai rencontrées suite à ce projet qui devait se concrétiser normalement au mois de septembre mais qui ne va pas être édité par la maison d'édition par laquelle j'avais été contacté, mais j'ai décidé de l'auto-éditer moi-même. Donc je suis en recherche d'une imprimerie. Je travaille aussi avec une graphiste pour m'accompagner sur toute la mise en page, etc. Donc c'est un livre de 70 recettes, 70 recettes pour les Suisses. Merci. Donc un livre de 70 recettes, des recettes petites fins. J'ai pas voulu les appeler les entrées parce que j'ai fait un constat, c'est que on consomme plus forcément d'entrées, entrée, plat, dessert. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon constat personnel. Donc, des recettes petites fins, petites recettes, des recettes de plats et des recettes de dessert. Toutes les recettes sont saines, un petit peu comme ce que je propose habituellement sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog. Donc voilà, le projet J'adore. devrait voir le jour normalement pour les fêtes de fin d'année au mois de décembre. Bah, hâte de voir ça. Je suis sûre que, je suis sûre que ça va être magnifique. Et en tout cas, bah, je trouve vraiment que tu as eu la bonne attitude de, voilà, pas se laisser, entre guillemets, un petit peu désarçonner par un projet qui a pas évolué comme tu voulais, mais de se dire que, bah, voilà, c'est pas grave, on rebondit, on trouve un autre moyen. Puis bon, au moins, l'avantage, là, c'est que c'est vraiment ton livre. Enfin, comme tu dis, voilà, tu t'es accompagné d'une graphiste, mais finalement, c'est toi qui peux vraiment avoir la main sur le design. Et, Exactement, oui. et je Beaucoup moins trouve de que c'est vraiment, contraintes éditoriales. exact. Je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant. Enfin, c'est presque encore, ça donne presque encore plus de plaisir quand tu peux exactement créer ton livre de la manière dont tu le souhaites. Donc, bah, vraiment hâte de voir ces beaux projets. Et puis, bah, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à garder en tête le livre de Guillaume pour la fin de l'année. Je suis sûre que ça va être génial. Ben, En tout merci cas, beaucoup. tes recettes me donnaient vraiment envie. Donc, enfin, quand tu nous avais montré des petites Oui, stories, tout ça, ça avait l'air top. Donc, hâte ouais. de voir ça. Et puis, sur un autre registre, je voulais parler un petit peu avec toi de retouches photos, de stockage. Ça va un petit peu dans cette lignée d'organisation, vu que tu es vraiment quelqu'un de très structuré. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors, tout d'abord, je voulais savoir comment tu stockes tes photos. Alors moi, je stocke mes photos sur disque dur. J'ai un gros disque dur de 2 Tera et sur clé USB. Donc je stocke toutes mes photos brutes et mes photos finales retouchées, éditées sur ce disque dur-là. Et puis j'ai également une grosse clé USB de 1 Tera, je crois, dans laquelle je stocke toutes mes photos finales retouchées et éditées. Ça me permet d'avoir deux supports. Je les ai aussi sur mon ordinateur, mais vraiment si j'ai un support
qui tombe à l'eau, je suis sûr d'avoir le deuxième pour pouvoir tout récupérer. J'ai également un autre disque dur où je stocke vraiment toute l'intégralité de mon PC, donc c'est pas forcément les photos, mais il y a aussi mes photos là-dessus. Donc en soi, j'ai vraiment 3 stockages pour mes photos. Je trouve que c'est assez important pour vraiment, voilà. J'ai beaucoup peur de perdre mes fichiers de base, donc là, ça me permet vraiment de pas avoir ce souci-là. D'autant plus que c'est un souci qui m'est arrivé l'année dernière au mois de décembre où j'étais justement en train de créer un projet d'e-book pour les fêtes de Noël à l'époque et je stockais sur une seule clé USB et j'ai tout perdu. Je sais pas, la clé USB était défectueuse. Je me suis retrouvé avec des images avec des stries, des carrés blancs, etc. Donc depuis, je fais vraiment attention de stocker vraiment sur 3 supports différents. Ok, génial. Et ainsi que les fichiers bruts, comme tu Exactement. disais. Mais quand tu fais un shooting photo, tu gardes toutes tes photos brutes ou tu fais quand même un premier tri et ensuite tu sauvegardes celle-ci? Alors, maintenant, je fais plus énormément de photos par shooting. Il m'arrive de faire peut-être une dizaine de photos par shooting. Donc, généralement, je les garde toutes. Alors après, quand je fais des photos en restaurant, là, je me retrouve avec de gros volumes, de 100, 200 photos. Là, je fais un tri sélectif. En effet, je sélectionne uniquement les photos qui me plaisent. Il y a souvent des photos ratées, des photos floues, tout ça sont supprimés, bien sûr. Et je sélectionne vraiment les meilleures photos, celles qui me plaisent le plus. Après, quand je shoot chez moi pour des clients, étant donné que je shoot sur trépied et que tout est assez carré, je fais pas énormément de photos. Souvent, quand je déclenche mon appareil photo, ce sera souvent la photo finale. Donc, j'ai pas de grosse sélection à faire quand je shoot de chez moi pour des clients. D'accord. Bon, ça, c'est vrai que c'est pratique, ça te fait aussi gagner du temps parce que quand tu as un gros volume d'images à Oui, traiter, forcément, ça prend plus de temps aussi. Et exactement. puis, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ensuite, donc toutes mes photos sont importées sur Lightroom et c'est vraiment sur Lightroom que je gère toute l'organisation de mes photos. Je crée des collections Lightroom me permet vraiment d'organiser du coup toutes mes photos et ensuite de pouvoir les éditer. Parfait. Mais justement, c'était la suite Voilà. de mes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu organises tes photos sur Lightroom par, enfin, quel type de collection est-ce que tu crées? Est-ce que tu mets des étiquettes? Est-ce que tu les renommes? Alors oui, bien sûr, je renomme toutes les collections. Enfin, en tout cas, je crée une collection à chaque fois que je fais un shooting. Donc souvent le nom de la collection porte le nom de la recette que je shoot ou alors le nom de la marque. Ce que je fais pour des clients réguliers, ce que j'ai des clients avec qui je travaille régulièrement, dans ce cas-là, je fais un fichier enfin, un dossier avec le nom de la marque et des sous-dossiers avec le nom des recettes que j'ai créées ou alors quand c'est pas des recettes, j'essaie de mettre des mots-clés. Par exemple, récemment, j'ai travaillé pour un client café. J'ai fait plusieurs types de photos pour ce client et pas forcément de la création de recettes. Donc là, je vais mettre des mots-clés, par exemple café moulu avec le nom du café, café grain avec le nom du café. Ça me permet de m'y retrouver. J'intègre aussi des mots-clés dans les balises de mes collections. Ça me permet, quand j'ai plus le nom du shooting en tête, rentrer les mots-clés. Je reprends l'exemple de mon client café grain. Je rentre mes mots-clés, puis ça me ressort toutes les collections dans lesquelles j'ai mis ces mots-clés. Ça me permet de les retrouver assez facilement. Ensuite, oui, je mets des petites balises. Tu sais, sur Lightroom, il y a la possibilité de mettre des balises de couleurs ou alors des notations. Donc, en général, 1 étoile, ce sera toutes les photos que je retiens. 2 étoiles, c'est vraiment toutes les photos pour lesquelles j'ai un coup de cœur. Je mets rarement 3 étoiles, mais bon, voilà, ça m'arrive ensuite pour pouvoir les filtrer. Et pour les balises de couleurs, ça m'arrive d'en mettre, mais plutôt pour le type de préparation. Là, ça va plutôt être pour mon blog, dans le sens où pour mon blog, je fais aussi des photos pas à pas des recettes. Donc, je mets par exemple une balise de couleur rouge pour toutes les photos qui seront en pas à pas et une balise de couleur bleue pour toutes les photos des recettes finales. Génial. Merci. Hyper intéressant. C'est vrai que j'utilise pas trop moi les balises de couleurs, mais je pense que ça peut être un bon outil additionnel justement pour, comme tu dis, suivant voilà, suivant le type de photo dont tu as besoin, ça peut Voilà. te permettre aussi de retrouver rapidement. Donc, je trouve que c'est une bonne approche. Et la notation par étoile, clairement, c'est top. Et je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de retouche photo?
Oui, bien sûr. Donc, du coup, comme je te disais, j'édite mes photos sur Lightroom. Donc, moi, je procède exactement dans le sens où Lightroom a pensé le processus d'édition. Donc, avec en premier l'exposition, ensuite le contraste, etc., etc. Je me dis que si Lightroom l'a fait dans ce sens-là, c'est sûrement pour une raison. Donc, moi, j'édite, je bouge tous les curseurs vraiment au fur et à mesure. J'utilise pas de preset. Je retouche vraiment toutes les photos au cas par cas. Enfin, en tout cas, quand j'ai un nouveau shooting, après, si j'ai une série de 10 photos dans la même ambiance, même atmosphère, je vais retoucher une première photo et puis je vais copier les paramètres et les coller à la suite des photos et ensuite réajuster si besoin. Mais globalement, j'utilise pas de preset, j'en ai jamais créé ou jamais acheté. Donc voilà pour l'édition. Ensuite, je comment dire, je retouche mes photos sur Photoshop si besoin. Ça m'arrive pas toujours, mais voilà, si besoin. Là, c'est vraiment une retouche qui est un petit peu plus poussée où on va faire de la modification d'image, euh, changer la colorimétrie, etc. Ou retirer des miettes, ou alors des éléments, ou alors en dupliquer ou en rajouter. Mais ça m'arrive honnêtement pas souvent. Vraiment, la grosse partie de la retouche, enfin, en tout cas de l'édition, va se faire sur Lightroom. Et puis tu utilises ta tablette, non, pour faire la retouche Oui, sur Lightroom. exactement. Ouais. J'utilise une tablette graphique, que ce soit pour Lightroom ou pour Photoshop. J'utilise depuis un peu plus d'un an, donc clairement c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment un confort supplémentaire, mais ça me permet d'être plus précis sur tous les réglages locaux, que ce soit sur Lightroom ou alors ensuite sur tout ce qui va être tracé, etc. sur Photoshop. C'est beaucoup plus précis qu'un trackpad ou alors qu'une souris. Donc du coup, ta tablette est branchée à ton ordinateur. Est-ce que c'est en fait l'écran qui est dupliqué ou est-ce que tu travailles sur Lightroom que sur la tablette ou Alors comment ça se passe exactement? c'est une petite tablette graphique qui est reliée à mon ordinateur par Bluetooth. Elle n'a pas d'écran intégré vraiment, elle est reliée à l'écran de mon ordinateur. Donc quand je fais un mouvement sur ma tablette, le mouvement se refait sur l'écran de mon ordinateur exactement que lorsque l'on passe son doigt sur un trackpad. Ça, on a un stylet et vraiment, voilà, on dessine sur l'écran de son ordinateur, sur l'image, quoi. C'est vraiment pratique pour tout ce qui va être réglages locaux dans Lightroom, pour par exemple ajuster la luminosité d'une seule zone, ou alors par exemple raviver la couleur d'une pomme, par exemple sur une mise en scène. On va dessiner la petite pomme avec le stylet sur la tablette graphique et ensuite modifier la colorimétrie ou la luminosité de cette petite zone-là. Donc c'est vraiment un confort, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un confort et ça permet d'être plus précis et du coup plus rapide. Et ça, j'imagine que comme il n'y a pas d'écran, ça t'a quand même pris un petit peu de temps pour la prendre en main, non, cette tablette. Oui, 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 clairement, il faut quand même ouais, la prendre en main parce que moi j'ai de la chance parce que bah, c'est du bon matériel, donc du coup tout se fait en direct, il n'y a pas de latence entre la tablette et l'ordinateur, mais en effet il faut vraiment prendre le pli de parce que c'est assez sensible. Donc voilà, faut s'adapter, mais bon, ça demande pas non plus une grande adaptation. Je pense que petite 2 semaines, c'est faisable. Génial. Bah écoute, merci, c'est une approche intéressante. J'avoue que moi, j'ai pas de tablette graphique, enfin, j'ai un iPad Pro et justement, parfois, je duplique l'écran, donc ça m'aide aussi, vu que j'ai le Mm. petit stylo Apple, donc ça Stylé. m'aide aussi. Exact, le petit stylet. Mais c'est pratique aussi d'avoir une tablette graphique. Clairement, je pense que ça t'aide, comme tu dis, pour les retouches locales, pour enlever des petites miettes ou ce genre de Voilà. choses. On a plus de précision. Et par contre, ça fait pas trop ralentir ton ordinateur? Non, non, moi je travaille sur un MacBook Pro Retina, donc il est assez puissant, donc ça ne le fait pas tellement ralentir. Alors après, tout ce qui va être réglages locaux dans Lightroom, ça a tendance à faire ralentir l'ordinateur, surtout si l'ordinateur est très chargé, s'il a beaucoup d'applications qui travaillent en même temps. C'est pas la tablette graphique qui va faire ralentir l'ordinateur, mais plutôt l'utilisation des réglages locaux dans Lightroom. Ça, après, cette technique, c'est tout simplement parce que Lightroom enregistre toutes les modifications qu'on fait dans des fichiers, et à chaque fois qu'on fait un trait avec le réglage local, il va enregistrer les modifications. Donc, si on dessine, voilà, pas mal de temps, ben, il enregistre, et au bout d'un moment, ça fait ramer l'ordinateur, donc il faut lui laisser le temps de se régénérer, le temps que Lightroom passe toutes les écritures sur le disque dur. Et du coup, bien fermer le maximum de programmes, ne pas utiliser Exactement, ouais. trop de choses en parallèle. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu de peine. Mon ordinateur rame pas mal sur les retouches locales. Donc, mais bon.
Du coup, il faut que j'essaye de faire des belles préparations avec pas trop de Ouais. corrections à faire et pas trop de miettes. Et je voulais aussi parler un petit peu plus en détail du tethering. Enfin, en gros, c'est le fait de shooter avec un câble et en gros que l'appareil photo soit directement connecté à ton ordinateur, sachant que toi, c'est une pratique que tu utilises. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, quel logiciel tu utilises et quels sont les avantages de ce processus? Oui, tout à fait. Donc, comme tu le dis très bien, c'est tout simplement, enfin, la pratique consiste à relier son appareil photo à son ordinateur, ce qui permet d'avoir un live view, donc une vue en direct de l'écran de son appareil photo sur son ordinateur. Donc, moi, j'utilise Canon. Donc, j'utilise le logiciel de Canon qui s'appelle EOS Utility. Moi, c'est EOS Utility 3. Je crois que donc, du coup, ça correspond à la version. Je l'utilise tout simplement, pareil, c'est du confort aussi, ça me permet de pouvoir avoir un live view plus grand que sur le petit écran de mon appareil photo. Donc, comme je te disais, pour moi, une bonne photo, c'est la multiplication de petits détails. Clairement, sur un grand écran, on peut plus facilement voir du coup ces petits détails. Et ça me permet de construire mes mises en scène à travers l'écran de mon ordinateur. Donc, ça me permet de placer tous les éléments au millimètre près et que tout corresponde parfaitement, qu'il n'y ait pas un élément qui en cache un autre et vraiment faire ressortir le sujet principal sur mes photos. Ensuite, ça me permet aussi de importer mes photos directement sur Lightroom. Vu que mon appareil est branché, j'ai pas besoin de sortir ma carte SD, de l'intégrer dans mon ordinateur et d'intégrer mes photos sur Lightroom. Là, tout se fait automatiquement. Donc, c'est très pratique aussi pour les shootings avec une validation en direct. Je shoot. Ça m'importe dans Lightroom avec des paramètres que j'aurais définis au préalable parce que avant d'envoyer une photo à mon client, même si c'est pour une validation en direct, il faut que ce soit assez rapide, mais je n'envoie pas les fichiers bruts parce que voilà, il faut que toujours que je retravaille un petit peu la lumière si besoin ou la colorimétrie pour l'aider à se projeter un petit peu dans la retouche dans laquelle je vais aller plus tard. Donc voilà, quand je déclenche, ça m'importe sur Lightroom avec les paramètres prédéfinis. Et ensuite, j'exporte et j'envoie au client. C'est beaucoup plus rapide comme ça plutôt que de shooter, d'enlever la carte SD, l'intégrer dans l'ordinateur, intégrer à Lightroom, exporter, envoyer. C'est vrai que c'est top. Ça doit faire gagner pas mal de temps. Et du coup, tu restes toujours fidèle à ta mise en scène de base. Enfin, c'est-à-dire que tu positionnes ton appareil photo de la manière dont tu avais pensé. Et ensuite, finalement, la photo finale reste comme ça. Tu n'essayes pas d'autres angles de vue. Tu restes fidèle Alors, à ton idée de base. ça, c'est l'avantage de shooter en mode connecté, c'est d'avoir des photos qui soient, voilà, qui correspondent parfaitement à ce que tu as en tête et de pouvoir, voilà, bien disposer tes éléments. L'inconvénient, c'est justement qu'on peut se limiter à une seule mise en scène, étant donné que tout est millimétré pour cet angle de vue, etc. Ce que je faisais au début, c'est que voilà, je m'arrêtais souvent à cette mise en scène, à cet angle de vue, à cette photo. Ce que je fais maintenant, c'est que du coup, j'essaie aussi de changer. Je décroche l'appareil photo de mon trépied pour essayer une autre disposition et ne pas passer à côté d'une photo un petit peu plus attrayante ou à laquelle j'aurais pas pensé. C'est aussi le désavantage de shooter uniquement sur trépied, c'est de se contenter voilà à l'angle de prise de vue qu'on aura décidé. Alors que c'est vrai que quand on a l'appareil photo dans les mains, on a tendance à tourner autour du sujet et des fois on dégote des photos auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Un zoom sur une tarte qu'on n'aurait pas vu, ou alors un focus sur le coulant d'un œuf par exemple, ou d'un moelleux au chocolat, enfin voilà, des choses comme ça. Exact, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, c'est ce qui me bloque un tout petit peu plus dans le fait de shooter avec un câble, c'est qu'on a un peu moins cette flexibilité, spontanéité et qu'on est un petit peu moins attentif, comme tu dis, aux petits détails, aux petites choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Mais en même temps, c'est vrai que ça reste une super approche pour être sûr que tout soit bien, notamment quand on travaille avec un client, que tout soit au millimètre, qu'on n'ait pas vu tout, enfin voilà, qu'il n'y ait pas eu un gros problème d'un point de vue stylisme, quelque chose qui serait plus difficile à Voilà. corriger par la suite en retouche. Voilà, exactement. Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que, tu vois, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai eu la photo parfaite, entre guillemets, celle que j'avais en tête et qui correspond à mes attentes, je débranche mon appareil photo et puis là, je tourne autour du sujet et voilà, je fais plusieurs photos que j'éditerai par la suite, tu vois, que j'enverrai pas forcément au client ou alors que ce soit une photo pour moi également. Ça me permet d'avoir plus de photos et
d'aborder plusieurs angles différents et plusieurs aspects du plat ou de la mise en scène que j'aurais créé. Génial. Bah écoute, c'est encore mieux, hein. C'est sûr que comme ça, t'as les deux avantages. L'avantage Exactement, de ouais. la photo parfaite et l'avantage de la spontanéité. Donc, je trouve ça hyper cool. Et puis, peut-être juste un petit mot de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent pour améliorer leurs photos culinaires? Oui, oui. Écoute, ce que je dis toujours, c'est que il faut pratiquer. C'est tout bête et ça peut être bateau, mais c'est un petit peu comme tout, hein, comme pour la cuisine et comme pour toute activité, et surtout les activités créatives, il faut pratiquer. Il faut pas arrêter de se former. On n'est jamais expert, je pense, sur le sujet. Moi-même, je continue à me former à différentes techniques, différentes approches. Je regarde beaucoup ce que font d'autres photographes. Un bon conseil, je pense aussi, c'est de ne pas se contenter de photographie culinaire. Vraiment, quand on veut faire de la photo, il faut aussi regarder ce qui se fait dans la photo de portrait, dans la photo de paysage, etc. Il y a toujours des techniques à aller chercher, des lumières, vraiment des aspirations, voilà, chez les autres. Vraiment sortir aussi du culinaire, parce que quand on a tendance à rester dans le culinaire, on reproduit toujours ce qu'on voit. Et pour créer de nouvelles choses, je pense qu'il faut aller voir au-delà du culinaire. La photo, c'est quelque chose qui est très général. On peut faire de la photo de toute chose, de tout ce que l'on voit, et on peut apprendre de tout. Donc voilà, aussi regarder ce qui se fait chez d'autres photographes, on pourra forcément les implanter dans sa pratique de photographie culinaire. Justement, ça me fait penser à une de tes dernières séries de photos avec les pivoines, qui était vraiment Oui, magnifique. Je mettrai le lien vers cette série de clichés dans les notes du podcast. Donc, tu avais fait justement des photos de pivoine en macro avec des petites perles d'eau et j'ai trouvé que c'était vraiment absolument magnifique. oui. Bah, Et pardon. ouais, les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup et j'essaie beaucoup de mêler justement le floral et le culinaire. Et voilà, pour cette série-là, j'avais de belles pivoines chez moi et je me suis dit que j'allais faire une série sur les pivoines. Donc voilà, je trouve ça aussi très créatif. Ça permet de sortir aussi sa tête du culinaire et de travailler sa créativité, tu vois, sur différentes textures, différentes couleurs, avec une lumière aussi différente, etc. Du coup, est-ce que tu as prévu d'aller dans une autre direction pour tes prochaines photos? D'explorer un peu plus cet axe floral? Oui, oui, complètement. Donc c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Tu vois, comme je te disais, le samedi, c'est un jour que je consacre à mes expériences créatives, entre guillemets. Et voilà, j'aimerais bien créer une série de photos florales, peut-être mêlées avec des recettes ou non, ou des grandes mises en scène avec beaucoup de fleurs, etc., ou des shootings en extérieur. Mais j'ai vraiment envie de développer, oui, cette partie florale, un petit peu plus florale en photographie. J'adore. Écoute, moi aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup associer les fleurs à la cuisine. Je trouve que c'est magnifique et que finalement, leur douceur et en fait la multiplicité aussi de leurs facettes, ça va vraiment bien avec l'univers culinaire. Donc, je me réjouis de voir ces prochaines photos et puis peut-être de parler un petit peu plus de cet univers-là et de ton processus créatif, pourquoi pas dans un prochain épisode. Ben, volontiers. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie pour tous ces conseils en organisation, en efficacité, en productivité. Je pense que ça a été vraiment très utile pour les personnes qui nous écoutent et c'était un plaisir de parler avec toi. Écoute, plaisir partagé. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'était vraiment un plaisir aussi. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume et à bientôt pour un prochain épisode. Ça marche. À bientôt. Bye. Bye! J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram, My Sweet Discoveries en 3 mots, guide Instagram.
Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.